Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Entre des News, dernier numéro de la semaine. Très heureux de conduire cette émission d'analyse et de décryptage de l'actualité sur Reflet TV. Les grands sujets ce soir, la Côte d'Ivoire interdit l'importation et la vente de réfrigérateurs et climatiseurs de seconde main. Nos consultants feront des réflexions sur cette actualité. Il y a également au menu l'attestation de droit d'usage coutumier qui remplace l'attestation villageoise. Pour en parler, Pulchérik Balé et Eric Bayala, bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir honoré de nouveau cette invitation. Alors, l'importation et la vente de réfrigérateurs et climatiseurs de seconde main interdites en Côte d'Ivoire. Plantons le décor avec ce sujet de la rédaction proposée par Ismaël Traoré. Depuis le 1er juillet 2024, une nouvelle réglementation sur l'étiquetage des climatiseurs, des réfrigérateurs est mise en place en Côte d'Ivoire et sera suivie par l'interdiction de l'importation de matériel de seconde main. L'importation des réfrigérateurs et climatiseurs de seconde main sera bientôt interdite en Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite par le sous-directeur ivoirien du Fonds de maîtrise de l'énergie et de la sensibilisation à la Direction générale de l'énergie, Assié Ano Adamo, le dimanche 30 juin 2024. Pour la majorité des Ivoiriens, le gouvernement devrait tenir compte de la population avant de prendre certaines décisions. La plupart du temps, je préfère beaucoup les France au revoir. Parce qu'il est à constater, c'est par expérience personnelle. Lorsque j'achète souvent les ordinateurs déjà faits maison, il y a parfois des petits problèmes dessus, ramener, revenir. Et j'ai constaté que la plupart, en réalité, que les maisons mères même parfois, et surtout en Côte d'Ivoire, sont le plus souvent des France au revoir. C'est pas bien d'enlever ce marché parce que quelque part il nous arrange. Tu vas acheter ton climatiseur chez France au revoir. Tu sais combien d'années il peut faire avec toi. Et s'il y a une panne, tu sais qui peut le réparer convenablement. Et une fois réparé, c'est-à-dire quand tu prends, ça peut faire 2 ans. Deuxième année, s'il y a une panne, tu sais qui le répare. Et une fois réparé, tu peux l'avoir jusqu'à autant que tu veux. Désormais, seuls les réfrigérateurs, climatiseurs et lampes neuves qui renseignent une étiquette d'énergie conforme aux normes de l'Union économique et monétaire ouest-africaine seront autorisés. Si on dit que non, que j'ai interdit France au revoir de venir dans ce pays, nous, ça ne nous arrange pas parce qu'on n'a pas assez d'argent. Parce que c'est de ça, nous, on se débrouille avec. Parce qu'aller payer un appareil, 400 000, 300 000, on n'a pas l'argent. Maintenant, France au revoir, ça peut coûter au moins 50 000 ou 100 000. Là, ça nous aide et puis c'est durable. C'est durable, on peut avoir les pièces ici. Pour rappel, la décision s'inscrit dans le cadre d'un arrêté pris par le gouvernement le 27 novembre 2020 en application d'une directive des États membres de l'UEMOA de juin 2020. Voilà, de retour en plateau, Pulchérik Balé, votre appréciation de cette nouvelle mesure prise par le gouvernement ivoirien? C'est une très très bonne mesure. Elle découle d'une directive de l'UEMOA qui a été prise en juin 2020. Et l'intérêt de cette mesure réside dans le fait qu'elle contribue à la lutte contre la cherté de la vie, étant entendu que les appareils anciens consomment beaucoup plus d'énergie que les appareils neufs. Donc c'est une très bonne mesure. Mais là où nous avons des inquiétudes, c'est que le délai de mise en vigueur de cette mesure n'a pas été précisé et on souhaiterait que les commerçants qui vendent ces appareils-là ne soient pas lésés, qu'ils aient vraiment le temps d'épuiser leurs anciens stocks avant qu'elles ne puissent être en vigueur. Eric Bayala, une bonne mesure, mais est-ce que chez vous, elle suscite en tout cas des interrogations, des inquiétudes? Non, pas d'inquiétude en tant que telle, mais ça dit qu'il faut dire que c'est une mesure salvatrice parce que quand on regarde les problèmes environnementaux qui sont liés à tous ces réfrigérateurs et autres climatiseurs usagés, quand vous faites un tour au niveau de la commune d'Adjamé, vous voyez que ce sont des stocks et très souvent
quand vous y allez pour faire un achat, on vous dit qu'on vous donne un réfrigérateur ou un climatiseur, mais vous n'avez pas droit au test. C'est-à-dire vous partez avec. Si après la mise en service, si ça marche, c'est tant mieux. Si ça ne marche pas, c'est tant pis. Et il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont lésés à travers ces mesures-là parce que, bon, vous prenez un réfrigérateur, vous arrivez chez vous, quelques temps après, bon, vous voyez que ça ne marche pas comme cela se doit. Il y a la question de la surconsommation. Il y a aussi le fait que les étiquettes qui renseignent sur le produit même ne sont pas conformes aux normes, comme elle l'a dit, de l'UEMOA. Et donc c'est pour pallier à tout ça que le gouvernement a décidé vraiment de prendre des mesures pour non seulement assurer à tous les Ivoiriens de disposer d'appareils électroménagers de qualité, mais qui également concourent à amoindrir la consommation électrique. Alors, parlons de la réduction de la consommation électrique. Monsieur Eric Balé, nous allons nous pencher maintenant sur ce que visent les autorités ivoiriennes à travers cette mesure. Est-ce qu'elle sera efficace pour protéger les consommateurs, réduire la consommation énergétique et réaliser des économies en Côte d'Ivoire? Bon, elle devrait l'être. Elle devrait être efficace, mais il y a beaucoup d'autres questions autour. Ceux qui s'approvisionnent en appareils de seconde main ne le font pas parce qu'ils aiment ça. Ils le font parce que c'est ce qui est à la portée de leur bourse. Donc, est-ce que tous les Ivoiriens pourront effectivement acheter des appareils électroménagers? Nous tous, on va constater des appareils électroménagers neufs. Voilà, nous tous, on va le constater. Mais en général, ceux qui s'approvisionnent en seconde main ne le font pas parce qu'ils le veulent, mais ils le font parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Donc, si le pouvoir d'achat des Ivoiriens n'évolue pas, ce n'est pas évident que la mesure soit respectée. Vous voyez, par exemple, les véhicules. Les véhicules, en 2019, si ma mémoire est bonne, en 2019 ou en 2020, il y a eu une mesure d'interdiction d'importation des véhicules de seconde main qui ont plus de 5 ans. Dans les faits, c'est ce qui se pratique, mais en réalité, les gens passent par des circuits parallèles, notamment par la route avec les pays limitrophes, pour faire entrer des véhicules plus vieux. Et ça, c'est évidemment avec la complicité de la douane. Donc, pour qu'une telle mesure puisse porter, il faut que dans l'application, chacun assume son rôle de façon sérieuse, sans céder à la corruption, mais il faut aussi que les populations aient les moyens de suivre. Et si le pouvoir d'achat est toujours faible, ce n'est pas évident. Eric Baya, la réaction, la même question. Non, mais moi je pense qu'aujourd'hui, les appareils électroménagers, il y en a pour toutes les bourses. Aujourd'hui, ce n'est plus une vue de l'esprit pour avoir un réfrigérateur ou un climatiseur neuf. Je pense qu'aujourd'hui, il y en a pour toutes les bourses. Il y a beaucoup de compagnies, sinon de maisons, qui offrent la possibilité aux Ivoiriens de pouvoir véritablement s'approvisionner ou acheter des appareils électroménagers. Et cela aussi, ça dépend, parce que si vous prenez un climatiseur, soit vous l'avez pour un cheval, 2 chevaux, ou bien 2 chevaux et demi, ou bien 3 chevaux, donc il y a toutes les bourses. Et puis bon, pour le réfrigérateur également, aujourd'hui, il y a des frigos à 70 000, à 80 000, tout neufs. Donc je ne pense pas que la mesure essentiellement ne va pas suivre. Les Ivoiriens sont conscients de cela parce que quand on... Ici même, nous avons abordé une question relative aux inondations. Quand nous sommes en saison de pluie, je pense que le dernier bilan, si je ne m'abuse, fait plus de 24 morts et 2 disparus. Mais c'est tout ça qui rentre dedans. Parce qu'avec ces appareils que nous importons, dont on ne maîtrise même pas, si vous voulez, un certain nombre de données qui concourent à la fabrication de ces appareils-là, on les amène chez nous. Et puis après, quand ils sont usagés, on les dépose à l'air libre. Il y a le fréon qui s'échappe, il y a la nappe, la couche d'ozone qui est touchée. Il y a vraiment des problèmes environnementaux que cela crée. Et indépendant même de la question économique, c'est une question même de gouvernance et de survie
pour les populations ivoiriennes. Donc en prenant cette mesure-là, c'est pour pallier justement à tout ça et permettre, autant que faire se peut, permettre aux Ivoiriens non seulement d'avoir des appareils électroménagers neufs de qualité, mais qui concourent également à la baisse de leur consommation électrique. Alors en parlant de baisse de consommation, on espère que ça va participer à baisser la consommation des Ivoiriens. On est tous d'accord que plus l'appareil est vieillissant, la consommation augmente. Si, ça c'est clair, c'est même pas discutable. J'aimerais revenir sur la question du pouvoir d'achat des populations, parce que M. Bayala disait tout à l'heure, il y en a pour toutes les bourses. Bon, ça c'est à prendre avec des pincettes, ça dépend de ce qu'on met dans toutes les bourses, mais il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, 90% de la population travaille dans l'informel. Et les entreprises qui vendent des appareils neufs ne prêtent aux salariés, voilà, on ne va pas dire fonctionnaires, mais on va dire aux salariés, parce que c'est eux qui ont un revenu régulier qui permet de faire des prélèvements et tout. Alors que les autres, ce n'est pas leur cas. Non seulement cela, le SMIC même ne suffit pas. Le SMIC est à 75 000. Donc, le monsieur, il prend combien pour payer son loyer? Il prend combien pour se nourrir? Il prend combien pour les déplacements de sa famille? Enfin, ça ne suffit pas. Donc, si on en arrive à un stade où tout le monde doit renouveler ses appareils électroménagers, je laisse même le clim parce que là encore, ce n'est pas tout le monde qui est au clim, mais le réfrigérateur, c'est important, ça permet de conserver les provisions et tout. Donc, compte tenu du niveau de vie des populations, du pouvoir d'achat des populations, ce n'est pas évident que ce soit une mesure qui soit facile à appliquer. Sinon, comme on l'a dit, elle est bonne, mais est-ce qu'on pourra suivre compte tenu de notre pouvoir d'achat? Ça, ce n'est pas évident du tout. En même temps, ceux qui vendent les réfrigérateurs aussi sentiront dans le début de l'opération un effet sur leur activité s'ils n'arrivent pas à faire écouler la marchandise. Oui, bon, le gouvernement a promis qu'on allait leur laisser un temps pour écouler cette marchandise-là. Ça n'a pas été précisé. Mais voilà, le fait que ce ne soit pas précis, c'est ça qui est inquiétant. Parce que nous, on sait prendre les décisions, mais pour les appliquer, c'est autre chose. Alors, Eric Bayala, que proposez-vous pour permettre aux commerçants de pouvoir vite faire écouler la marchandise? La disposition même qui a mené à prendre cette mesure, comme elle a dit, qui découle de la directive de l'UEMOA prise en 2020. Nous sommes aujourd'hui en 2024, ça fait déjà 4 ans que cette question-là est abordée. Et donc, 4 ans durant, les importateurs de ces appareils électroménagers, plus ou moins, ont eu l'information qu'à date, il leur serait impossible d'importer ces appareils-là de seconde main. Et aujourd'hui, 4 ans après, je pense que les stocks qui sont déjà là, ils ont déjà reçu l'information parce que dans tous les fichiers des commerçants ou bien de ceux qui font cette importation-là, ils ont reçu et ils ont été informés de ce que dans un délai à venir, il n'allait plus être possible pour eux d'importer. Mais malheureusement, ils ont encore des stocks et je pense que sur la question, tout ce qui est déjà entré en Côte d'Ivoire, n'est pas concerné par la mesure. On dit à partir du 1er juillet, il n'est plus possible d'importer. Ça ne veut pas dire que tout ce qui est déjà rentré, la mesure s'applique. Il y a une nuance. C'est-à-dire, à partir de maintenant, il n'est plus possible d'envoyer des appareils, des réfrigérateurs, des climatiseurs de seconde main en destination de la Côte d'Ivoire. Mais ceux qui ont déjà fait leur importation, qui ont déjà des stocks, bon, il faut leur donner la possibilité de pouvoir écouler ce qu'ils ont en stock. Maintenant, ce qui concerne le pouvoir d'achat dont a parlé Mme Gbalié, pour dire que le SMIC est à 75 000. Non, justement, même quand vous avez un salaire de 300 000, vous ne prenez pas votre salaire pour vous acheter un réfrigérateur. Ça dit que c'est une programmation que vous faites. Si vous avez l'habitude, si vous voulez vous acquérir un réfrigérateur ou un climatiseur, ce n'est pas dès que vous recevez votre salaire que vous déduisez le prix du climatiseur. C'est forcément une projection. Vous allez peut-être d'abord économiser sur 2 ou 3 mois avant d'aller, vous allez, chose qu'on appelle, aller, parce que ce serait vraiment aberrant de prendre son salaire et puis d'aller acheter un réfrigérateur ou bien un climatiseur, pendant que vous avez encore des charges qui sont là, face auxquelles vous êtes obligé de faire face. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut avoir le mérite de remercier le président de la République qui, au moins de 36 000 francs, a envoyé le SMIC à 75 000. Ça veut dire
De 60 à 75 000. Non, de 36 000. De 36 000. C'était 36 000. De 36 000, oui, par le passé, à 75 000. Donc, vous voyez qu'il y a une volonté manifeste de l'État d'accompagner, si vous voulez, les citoyens dans le cadre de la redistribution des richesses. Et puis, à côté de cela, chacun vit en fonction de son niveau de vie. Vous voyez, c'est vrai que nous voulons que tout le monde ait le mieux-être et le bien-être, mais en même temps, on ne peut pas s'offrir ce qu'on n'a pas. Et donc, c'est à travers... Ce dont on n'a pas les moyens. Oui, ce dont on n'a pas les moyens, justement. Parce que moi, je ne peux pas, en fonction de mon revenu, avoir... Il faut que j'ai le... Si vous voulez, je ne parle pas de triomphe modeste, mais il faut que j'ai au moins la tête sur les épaules pour comprendre que je ne peux pas avoir un salaire de 75 000 ou bien de 100 000 et puis prétendre avoir une voiture qui coûte, qu'on appelle ça, 10 millions ou 20 millions. Ce n'est pas possible. Donc, chacun accroche, comme on dit, son habit là où sa main arrive. Voilà. Alors, non, mais... Oui, puis Chéric Balé, mais est-ce que vous partagez l'avis de ceux qui estiment que nous sommes en train de partir dans un climat économique qui ne sera favorable qu'aux grands groupes les plus forts au détriment des micro-entreprises? Bon. Avec ces nouvelles mesures qui arrivent. Pas forcément. Pas forcément. Tout est une question de meilleure gestion de la fiscalité. C'est-à-dire que si on adapte la fiscalité au niveau de tous les commerçants, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais tous les commerçants estiment que les taxes sont trop élevées, les frais de dédouanement également. Donc si ça demeure en l'état, c'est évident qu'il y a beaucoup qui disparaîtront. Vous-même, vous avez vu, hein, quand on a décidé de l'interdiction de l'importation des véhicules de plus de 5 ans, automatiquement, tous ceux qui étaient dans la filière, qui ne sont pas des grosses entreprises, ont dû disparaître parce que ça ne les arrangeait pas. Donc ça sera forcément la même chose si on ne prend pas de mesures qui facilitent le dédouanement des marchandises. Maintenant, par rapport au pouvoir d'achat des populations, je veux vraiment revenir dessus parce que c'est important. C'est important parce que, normalement, pour décider même de l'augmentation du SMIC, on devait le faire sur la base d'une étude. Où en est-on au niveau du coût de la vie en Côte d'Ivoire? Quelles sont les réalités des salariés comme des non-salariés pour déterminer véritablement un SMIC qui soit adapté aux besoins des Ivoiriens? Aujourd'hui, depuis les années 90, il y a des centrales syndicales comme Dignité qui demandaient déjà que le SMIC soit mis à 120 000. Donc, augmenter le SMIC, c'est une bonne chose. Mais est-ce que c'est une augmentation qui est adaptée aux besoins des Ivoiriens? C'est là que se pose le vrai problème. Maintenant, il ne s'agit pas de demander aux Ivoiriens de vivre au-dessus de leurs moyens. C'est évident que chacun s'approvisionne selon ses moyens. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est que à partir du moment où cette mesure se prend, il y aura un moment où sur le marché, il n'y aura plus d'appareils d'occasion. À partir du moment où il n'y aura plus d'appareils d'occasion, si moi j'avais un appareil qui est défectueux, je suis obligé maintenant d'acheter un nouvel appareil. Et si ce nouvel appareil-là n'est pas à ma portée, il y a un problème. C'est pour ça que je parlais du pouvoir d'achat, parce que les études révèlent que le niveau même de bancarisation en Côte d'Ivoire est faible. Ça veut dire que le niveau même d'épargne est faible. Et on voit tous les mois, à partir du 10, des fonctionnaires qui sont alignés devant les banques pour prendre une avance sur salaire. Donc quelqu'un qui n'arrive même pas à épargner, même s'il a 5 ans pour s'organiser, il n'aura jamais ce qu'il lui faut pour acheter un appareil neuf s'il le souhaite. Donc, ce n'est pas une question de vivre au-dessus de ses moyens, mais c'est de dire que la situation des Ivoiriens est difficile. Les salariés eux-mêmes n'arrivent pas à épargner. Ceux qui sont dans le secteur informel ont aussi leurs difficultés. Il n'y a que les opérateurs économiques qui gèrent bien leurs affaires ou les fonctionnaires qui sont très bien payés, qui peuvent s'en sortir. Et ça, ce n'est pas la majorité. C'est de ça que nous parlons, en fait. Alors, Eric Bayala, on a parlé de mettre des étiquettes sur les appareils. On va beau dire, mais il y a dans ces appareils de seconde main de la qualité, des appareils durables que des appareils neufs. C'est aussi gagner en économie chez les consommateurs, bien sûr. Bon,
Une chose est sûre, je pense que quand un gouvernement sérieux prend une décision, c'est à partir d'un constat. C'est à partir d'un certain nombre de situations observées et qu'on prend ces mesures-là pour concourir, si vous voulez, au bien-être des populations. On a parlé, une chose est sûre, vous avez un appareil de seconde main que vous venez d'acquérir par rapport à quelqu'un qui vient prendre un nouvel appareil. Je pense que non seulement ce ne sont pas les mêmes garanties, et puis aujourd'hui, les nouvelles dispositions qui sont prises pour la confection de ces appareils-là tiennent compte d'un certain nombre de paramètres pour ne pas vraiment agir sur l'environnement. Ce qui n'était pas le cas avec les appareils anciens de seconde main. Et donc c'est pour pallier à tout ça que le gouvernement demande qu'aujourd'hui, il faut prendre des appareils neufs qui prennent en compte dans leur conception un certain nombre de dispositions qui puissent véritablement, non seulement que la consommation est réduite, ça vous permet de faire, si vous voulez, des économies sur la consommation électrique, mais en même temps, in fine, il y a une question même de gouvernance, une gouvernance énergétique sur l'ensemble, si vous voulez, de toutes ces questions-là. Parce qu'après, quand vous avez un appareil qui a une consommation modulée que vous maîtrisez, mais quand on fait la somme de tout ça, vous voyez qu'aujourd'hui, nous produisons de l'électricité. Il y a encore que très souvent la couverture de l'électricité, quand bien même qu'au niveau du territoire, nous sommes pratiquement à plus de 90% d'agglomération et autres territoires déjà couverts par l'électricité, mais en même temps, on veut, parce que tout développement réside d'abord dans l'énergie. Et donc c'est cette énergie-là que nous voulons gérer avec beaucoup de rigueur pour que la question de la gouvernance énergétique soit maîtrisée par l'État. Alors, je veux votre réaction tous deux, en commençant par Chéric Balé sur cet avis d'un internaute sur une page que j'ai parcourue ce matin. Je donne sa citation. « Nous savons interdit en Côte d'Ivoire, c'est bien beau, mais rare de voir des propositions concrètes adossées à nos mesures. Des pères de famille seront bientôt impactés par cette nouvelle mesure sur les importations et ventes de réfrigérateurs et climatiseurs. » Oui. Il a raison en partie parce que effectivement, et je le disais tout à l'heure, on prend de bonnes mesures. Mais au niveau de l'application, c'est là qu'il y a le problème. Est-ce que les importateurs ont été effectivement informés depuis 4 ans que la mesure a été prise au niveau de l'UEMOA? Est-ce que maintenant, là même, au moment où le 29 juin, ils tiennent leur séminaire à San Pedro, ils ont invité les responsables de ces importateurs-là pour vraiment être au fait de tout ce qui va se faire? Et est-ce qu'on va prendre toutes les mesures qu'il faut pour que la communication soit de sorte qu'au moment où la mesure entre effectivement en vigueur, tout le monde soit préparé à ça? C'est pour cela qu'on disait tout à l'heure que le délai n'a pas été précisé, il faut qu'il le soit pour que les gens s'organisent. Parce que s'il est finalement trop court, effectivement, il y a des pères de famille qui vont se retrouver au chômage puisqu'ils n'auront pas pris leurs dispositions pour entrer dans les nouveaux critères que leur impose leur profession. Eric Bayala. Non, je pense que sur la question, hein, comme nous l'avons dit tantôt, tous ceux qui ont déjà des stocks, ils ont la possibilité et le temps nécessaire d'évacuer. Mais à partir du 1er juillet ou le 2 juillet dernier, il est impossible de faire venir des réfrigérateurs, des climatiseurs de seconde main en Côte d'Ivoire. Et cette mesure-là, nous sommes en juillet, mais je pense que déjà le Fonds national j'oublie un peu la dénomination exacte, mais quand ils se sont retrouvés à San Pedro pour pouvoir prendre cette disposition et la faire connaître du grand public, je pense que ceux qui travaillent dans ce secteur ont été suffisamment sensibilisés et informés. Vous voyez que la mesure a été prise, mais à l'heure où nous parlons, on n'a pas encore entendu de voix discordantes en ce qui concerne... Le problème, c'est le délai. En ce qui concerne... C'est trop... En fait, la mesure est trop fraîche pour qu'on juge
de son effectivité sur le terrain, de son application sur le terrain. Le problème, c'est que les gens ont été suffisamment, les concernés, ceux qui sont dans ce secteur d'activité ont été suffisamment sensibilisés parce que cette mesure même, comme on l'a dit, depuis 2020, juin 2020, au niveau de l'UEMOA, on a décidé de mettre vraiment aux normes tout ce qui est appareil électroménager qui rentre dans la consommation de l'énergie, tout et tout. Et chaque État de l'UEMOA avait déjà en son sein pris les dispositions pour informer d'une manière ou d'une autre tous les acteurs qui travaillent dans ce secteur d'activité. Ainsi, en Côte d'Ivoire, ceux qui travaillent dans ce secteur d'activité, qui font l'importation de réfrigérateurs et de climatiseurs, ainsi que des lampes de seconde main, ont été informés. Mais pourquoi c'est maintenant que nous, on en entend parler depuis 2020? Justement, c'est pas évident qu'ils aient été informés avant le 29 juin. Ou bien, peut-être que je ne sais pas. Voilà. Peut-être que moi, je ne sais pas. Ou bien, est-ce que vous avez une entreprise qui importe réfrigérateurs? Non, en fait, nous, on parle sur la base de l'expérience. C'est-à-dire que chez nous, ici, là, on prend de bonnes décisions. Mais dans l'application, il y a toujours un couac quelque part. C'est pour ça que nous le disons, parce que depuis 2020, là, c'est en 2024 qu'on en entend parler. Donc, qu'est-ce qui prouve que la sensibilisation a été suffisamment faite? C'est ce que je suis en train de dire. J'ai dit que, sauf si je ne m'abuse, si vous aviez peut-être une... Sinon, en principe, ça devrait être comme ça. Voilà. Si vous avez peut-être une entreprise, mais si vous avez... Non, moi, je n'ai pas d'entreprise. Ah, bon, justement. Donc, mais on constate... Ceux qui sont dans le domaine, ont été informés de ce que, à date, il ne sera plus possible d'importer des réfrigérateurs et des climatiseurs de seconde main. Ça reste à vérifier. Et c'est comme ça, même quand on devrait prendre la mesure pour les importations de véhicules de moins de 5 ans, je pense que là, lorsque la mesure a été prise... Non, ce n'est pas une affaire de je pense. Moi, j'ai des amis qui sont dans l'importation de véhicules. Ils ont été surpris. Ils se sont même organisés. Ils sont allés discuter avec le ministère du Transport. On n'a pas voulu leur laisser de délai. Non, ça, la mesure sur l'importation de véhicules, ça, c'est une mesure que le gouvernement a eu à prendre. Et la mise en vigueur de cette mesure-là a été immédiate. Voilà. Parce que et ce n'est pas normal que ce soit immédiat. Ça a été immédiat. Et il y avait vraiment des raisons qui ont amené le gouvernement à prendre ces mesures. En ce qui concerne les réfrigérateurs et les climatiseurs de seconde main, ceux qui sont dans le domaine ont reçu la notice d'information de ce que très bientôt, ils n'allaient plus pouvoir importer. Si vous faites un tour dans les grands magasins, vous allez voir que les stocks qui y sont ne sont plus importants. Parce que les gens ayant reçu l'information ont commencé, si vous voulez, à réduire leur... Ils ont informé les grands magasins et les petits magasins, qui sont les plus nombreux. Non, les petits magasins même, eux ne font pas l'importation. Eux vont prendre chez les grossistes pour revendre chez eux. Donc ce sont les grossistes qui ont reçu l'information. Ah, ok. Voilà. D'accord. Il faut tenir compte vraiment de tous les commerçants, voilà, parce qu'il n'y a pas longtemps, nous avons fait un reportage par hasard sur ce sujet et il se retrouve que, en tout cas, ces personnes faisaient des bonnes affaires et le stock était vraiment, en tout cas, très important. Oui, mais au-delà de tout ça, au-delà de tout ça, si on doit à chaque fois qu'on doit prendre une mesure, on doit tenir, c'est vrai qu'on tient compte d'un certain nombre de paramètres, mais une mesure, forcément, elle s'applique à un certain nombre et puis elle laisse des gens aussi sur le bas-côté. Non, mais il faut quand même des délais raisonnables. Mais justement, c'est ce que je dis. Ceux qui restent sur le bas-côté, là, quand ils se plaignent, nous, on leur répond que, Joe, on vous a informé, on vous a donné suffisamment de temps. Ça, ce n'est pas la faute du gouvernement. Quand on dit effet immédiat, il y a la mesure de choses là. Interdiction d'importation de certains produits vivriers. Effectivement. Ça, là, c'est une honte. L'État se lève. Il dit, c'était dans le mois de janvier, le 15 janvier précisément. On dit on n'importe plus les produits vivriers parce qu'il y a la sécheresse, parce que sécheresse, ça n'est même pas encore fini. Ils sont revenus sur leurs décisions parce qu'ils ont vu les impacts. Donc ça n'avait pas été bien pensé. Non, ce que je suis en train de dire en ce qui concerne cette mesure, vous qui êtes déjà, ceux qui sont d'abord dans le secteur, vous avez la possibilité d'écouler vos stocks. Non, ça c'est bien. Ça c'est déjà bon. Voilà, maintenant on veut savoir dans quel délai. Parce que quand on dit ça comme ça, tout le monde applaudit. Et puis il ne faut pas qu'on dise que non, c'est un mois seulement. Non. Le délai n'a pas été précisé. Justement, mais si le délai, faut que ce soit précisé. Si le délai n'a pas été précisé, parce que ce n'est même pas évident qu'on dise à un commerçant, tu as 6 mois ou bien tu as 3 mois pour écouler ton stock. Parce que le commerçant n'ira pas chercher les clients obligatoirement pour venir épuiser son stock. Non, mais quand c'est rendu public là, c'est tout le monde qui s'active. Hein. Et les clients
Et même parce que le commerçant, quand on lui dit ça, il va entrer en solde. Parce qu'il se dit, moi j'ai 6 mois, il faut que je truc. Voilà, il y a des stratégies qui vont se développer pour que ça s'écoule. Mais justement, c'est ça. Le client même aussi va se dire, dans 6 mois, on va m'obliger à prendre un nouveau réfrigérateur. Si je ne veux pas être sur le coup parce que j'en ai pas les moyens, je vais m'organiser dans les 6 mois là, soit pour prendre le neuf, soit pour, voilà. Mais chacun va s'organiser. Mais justement, il faut que le délai soit précisé. C'est pour éviter cette pression, aussi bien sûr les commerçants. Non, mais justement, comme vous l'avez dit, si on dit dans 3 mois que la mesure, sinon la possibilité de pouvoir acheter un réfrigérateur ou un climatiseur de seconde main ne sera plus possible, le commerçant, comme vous l'avez dit, va rentrer en solde. Oui. Le client va déjà prendre des dispositions pour qu'il puisse avoir, si vous voulez, cet appareil-là, parce que 3 mois après, ça ne sera plus possible. Donc la gymnastique que va faire le commerçant ou bien le client constitue une pression. Une pression, laissez-moi finir s'il vous plaît. Une pression pour l'acquisition et une pression pour la vente. Et donc le gouvernement, soucieux de cette question, a dit tous les stocks qui sont là, vous avez la possibilité de pouvoir les écouler. Donc il n'y a pas eu de délai pour permettre aux uns, c'est-à-dire il n'y a même pas eu une incidence même majeure même dans le comportement. Il faut qu'il y ait un délai. Donc, parce qu'après, ils vont venir surprendre les gens pour dire non, vous avez prévenu. Non, c'est un gouvernement sérieux. C'est un gouvernement sérieux. Non, sérieux, là, moi, je n'en témoignerai pas. Oui, mais c'est un gouvernement sérieux. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de la première partie de cette émission qui était consacrée à l'interdiction de l'importation et la vente des réfrigérateurs et climatiseurs en Côte d'Ivoire. Place maintenant à la deuxième partie de cette émission, mais juste après cette réclame publicitaire. Voilà, nous sommes de retour en plateau. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, vous suivez Entre des News sur les antennes de Reflet TV. C'est tous les jours du lundi au jeudi à partir de 20h15. Cette émission également est diffusée en direct sur Facebook Reflet TV. Alors, le deuxième sujet du jour, l'attestation de droit d'usage coutumier remplace l'attestation villageoise. Première question, ce nouveau document est délivré sur des lotissements nouveaux qui sont approuvés depuis 2023. Puis, Chéric Balé, concrètement, quel problème résout l'attestation de droit d'usage coutumier? Il résout beaucoup de problèmes, mais on va en citer 3. Le premier problème, c'est que normalement, quand un lotissement n'est pas approuvé, on ne devrait pas attribuer les lots de ce lotissement-là. Mais certains chefs de village se le permettent, alors qu'au moment de l'approbation, après les études techniques, il y a des parties du lotissement qui peuvent ne plus exister. Si par exemple on se rend compte qu'il y a une zone inconstructible qui a été, on va dire, programmée, on peut la retirer du lotissement. Du coup, le lotissement final approuvé n'est pas le même que le projet de lotissement. Et donc, quand ils vendent ces lots-là, c'est dans le dos du ministère de la Construction et après, ça crée des problèmes parce que dans le guide que le village a, que le ministère aussi a, les deux guides doivent concorder. Et dans le guide du ministère, évidemment, c'est par rapport au lotissement approuvé que lui, il a ses lots là-bas. Donc, il y a des gens qui ne se retrouveront pas dessus. Alors que si c'est le ministère qui donne ce document, qui a un identifiant unique, le chef de village ne peut plus attribuer des lots d'un lotissement non approuvé. Le deuxième problème qu'il résout, c'est celui des attributions multiples. À partir du moment où lui, il a un identifiant unique et que c'est le ministère qui le produit, le chef de village ne peut pas aller dans n'importe quel cyber, multiplier ses attestations villageoises et s'il n'est pas sérieux, il va le donner à plusieurs. Donc ça résout le problème des attributions multiples, donc des conflits fonciers. Le troisième problème que ça résout, c'est que souvent quand les villages changent de chef, il y a certains chefs, quand ils arrivent, ils ne reconnaissent plus les actes de leurs prédécesseurs. Alors que c'est des personnes qui ont investi de l'argent. Ils appellent encore les gens pour dire « venez payer de nouveau ». Donc, quand on a cette nouvelle attestation qui est délivrée par le ministère, automatiquement, ce n'est plus possible qu'on annule cette attestation-là. D'autant plus qu'il y a 3 signataires maintenant. Avant, c'était le chef de village seul qui signait son attestation villageoise. Il y a un 4e problème très important que l'attestation vient résoudre, c'est le problème de l'accès rapide à l'ACD.
Parce qu'avant, lorsqu'on vous donne votre attestation villageoise et que vous allez introduire votre demande d'ACD, le ministère de la Construction vous dirige vers la conservation foncière, qui n'a pas que ça à faire. La conservation foncière va demander au cadastre de faire les études techniques qu'il faut avant qu'on ne puisse vous délivrer l'ACD. Maintenant, avec cette nouvelle mesure, il se trouve que une fois qu'un lotissement est approuvé, le ministère de la Construction introduit un bornage contradictoire global. Et on délivre aussi des titres fonciers massifs. Ça veut dire quoi? Quand on a fait ce bornage contradictoire global, l'individu ne va plus lui seul venir demander son ACD, de sorte que on traîne encore dans la procédure tant que la conservation n'a pas demandé au cadastre, ainsi de suite. C'est ça qui fait que ça traîne en fait. Maintenant là, les attestations de droit d'usage seront produites pour chaque lot qui a été approuvé et aussi le titre foncier sera préparé. Donc maintenant, quand vous allez demander votre ACD, c'est sûr que ça ne va plus mettre de temps. C'est pour ça que le ministère a réduit aussi le délai pour avoir accès aux ACD. Maintenant, bon, le problème, c'est de savoir si tout sera aussi huilé que ça a été présenté. Mais sinon, c'est vraiment une très, très bonne chose. Bien, Eric Bayala, des additifs? Non, non, mais justement, je pense que ça vient régler un véritable problème. Le problème du foncier. Parce que quand vous arrivez dans les tribunaux le plus souvent, vous avez des lotissements, des parcelles de terrain qui sont vendues à 2 ou 3, 4 personnes. Et je pense que l'attestation d'usage coutumier vient véritablement régler ce problème. Ça ne va plus permettre aux chefs de village véreux de pouvoir vendre une attestation à plus d'une personne. Et je pense que là, ça vient vraiment régler une question sociétale et ça va permettre, bien évidemment, parce que aussi également, en termes d'investissement, aujourd'hui, il y a certains opérateurs qui veulent venir, mais ils ont peur à cause du foncier, parce qu'ils se disent que, bon, vous allez acheter un terrain, au moment de l'exploiter ou bien de pouvoir rentrer en possession de ce terrain, vous venez découvrir que ce terrain-là, non seulement n'a pas été vendu à vous seul, mais avant vous, il y a 2 ou 3 autres personnes. Ça fait qu'il y a cette réticence. Les gens veulent venir investir, ils se retiennent, ils veulent que la question du foncier soit véritablement bien traitée avant de s'engager. Et cette disposition du ministère de la Construction, je pense vraiment, vient mettre tout le monde à l'aise et ça dispose de ce que tout le monde peut avoir en toute sécurité un lopin de terre pour vraiment y bâtir. Alors, le directeur du domaine urbain du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Abdoulaye Diallo, rassure sur l'unicité et le niveau de sécurité du document qui empêche les faussaires de s'incruster dans le système. C'est toujours comme on se dit, tout nouveau, tout beau, belle solution. Et très souvent, ça ne marche pas comme voulu, disent certains Ivoiriens. Est-ce que ce nouveau document permettra réellement de revoir systématiquement à la baisse les conflits fonciers en Côte d'Ivoire? Forcément. Oui, forcément. Ça, c'est indiscutable. D'accord. Alors, le foncier urbain, attestation de droit d'usage coutumier, suscite le mécontentement des chefs ébriés. Alors, dans une déclaration rendue publique le vendredi 28 juin dernier, lors d'une assemblée générale extraordinaire à la chefferie villageoise de Songon, Mbraté, 60 chefs coutumiers ébriés ont décidé d'emboîter le pas en amenant Djorogo Nangui Sévérin, farouche opposant à l'ADU, pour exprimer leur mécontentement vis-à-vis de l'attestation de droit d'usage coutumier et du gouvernement, mise en place par le gouvernement ivoirien. Je vous propose donc cette déclaration qui a fait le tour des réseaux sociaux. Des chefs coutumiers des 60 villages sur l'instauration et la mise en œuvre d'une nouvelle attestation dénommée attestation de droit d'usage coutumier. Depuis quelques jours, l'annonce de la mise en service effective de ce document par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme le 1er juillet 2024 a surpris plus d'un. Les chefs coutumiers clamants que nous sommes avons été aussi surpris de l'annonce, tout comme nos communautés. Nul n'ignore que le foncier est un domaine très sensible et source de conflits.
De quoi s'agit-il? Le gouvernement, à la session du Conseil des ministres du mercredi 24 mai 2023, a adopté au titre du département ministériel de la construction, du logement et de l'urbanisme, sur présentation du responsable de ce département, un projet de loi modifiant la loi numéro 2020-624 du 14 août 2020 instituant code de l'urbanisme et du domaine foncier urbain ainsi que l'introduction de l'attestation des droits d'usage coutumier dans la gestion du foncier urbain en Côte d'Ivoire. Un fait majeur dont l'opinion nationale et internationale sont témoins. Alors que nous nous attendions à la mise en place d'un cadre de concertation pour la mise en œuvre de ce document qui va régir la vie de notre foncier, c'est l'annonce le jeudi 13 juin 2024 lors d'une conférence de presse bilan animée par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme du remplacement dès le 1er juillet 2024 de l'attestation villageoise par une attestation dénommée attestation de droit d'usage coutumier dans le cadre de la gestion du foncier urbain. Laissant du coup chefs et propriétaires terriens, stupéfaits et opérateurs dans l'inquiétude totale. Voilà, nous avons tous suivi cette déclaration des chefs coutumiers à Tian. Voilà, alors ces chefs considèrent que la décision du gouvernement comme une atteinte à leur moralité, d'autant plus que la mise en œuvre de l'ADU a été décidée de manière unilatérale sans leur avis. Bon, je ne veux pas être méchante, hein, mais on dit qu'il se sent morveux se mouche. En fait, on ne peut pas mettre, enfin, on ne devrait pas remettre en cause cette mesure du gouvernement parce que c'est évident qu'elle vient pour assainir le secteur du foncier et mettre fin à tous ces conflits-là qui nous fatiguent, nous tous. Maintenant, si les chefs disent qu'ils n'ont pas été associés, on peut le leur concéder étant donné que c'est eux qui devront appliquer la mesure tout compte fait, puisque c'est eux qui vont utiliser cette attestation-là. Le mieux aurait été que le gouvernement quand même les appelle, d'autant plus qu'ils sont organisés. Et ça ne s'applique pas même aux chefs ébriers seulement. Il s'agit de tous les terrains urbains. Ça veut dire que la Chambre des rois et chefs traditionnels, pour une fois, allait avoir une utilité. On allait leur dire, on devrait les associer à la décision, pas pour leur demander si c'est bon ou pas, parce que c'est évident que c'est bon, mais au moins les informer pour qu'un relais soit fait, de sorte qu'au moment où le gouvernement lance la mesure qui a pris effet depuis le 1er juillet, personne ne soit surpris et que tout le monde y participe. Moi, j'ai demandé à un responsable du ministère si c'est vrai que les chefs n'avaient pas été associés. Il dit oui, qu'effectivement c'est vrai, mais que cette semaine ou la semaine prochaine, ils allaient les rencontrer. Je dis, bon, ça c'est le même problème que tous les ministères ont. Pourquoi ils ne l'ont pas fait avant? Ça aurait évité toutes ces dissensions autour d'une mesure qui pourtant est très bonne. Voilà. Et bon, on s'en plaint toujours, hein. C'est toujours comme ça. Bon, vous savez, les questions de chefferie, ce sont des sujets qu'il faut aborder avec circonspection. Mais en même temps, le problème, c'est de ne pas être associé ou pas. Est-ce que la décision de l'ADU est bonne? Si oui, que chacun s'y mette. C'est ça qui est le plus important. Parce que véritablement, cette question du foncier a depuis longtemps été un véritable problème en Côte d'Ivoire. Aussi bien à Abidjan que partout à l'intérieur. On se retrouve avec je m'excuse, avec des chefs de village véreux qui, pour eux, ils se battent pour venir à la chefferie parce que c'est un champ pour eux de vendre les attestations villageoises à plus d'une personne. Et comme elle le disait tantôt, il se trouve même qu'il y a certains villages qui n'ont même plus de parcelles de terrain. Parce qu'ils ont tout morcelé, ils ont tout vendu. Et donc, quand un chef part et qu'un autre vient, pour pouvoir avoir aussi de l'argent,
il remet en cause tous les actes que son prédécesseur a eu à prendre, ne serait-ce que pour avoir un peu d'argent. Mais je pense que cette nouvelle disposition avec l'ADU vient mettre fin à toutes ces pratiques-là et à garantir, si tu veux, aux Ivoiriens un meilleur processus d'acquisition de terrain. Mais c'est une déclaration à prendre aussi au sérieux parce que ces chefs coutumiers rejettent le document dans son état actuel et demandent sa suspension. Oui, justement, mais vous savez, force reste toujours à la loi. Ce n'est pas parce qu'on a pris... Nous sommes à nous demander en quoi est-ce que cette décision-là est-elle mauvaise. Vous n'allez pas trouver un Ivoirien, c'est-à-dire qui cherche à avoir un terrain, c'est-à-dire un Ivoirien normal qui cherche à avoir un terrain qui va dire que cette décision-là est mauvaise. Mais pourquoi est-ce que ce sont les chefs de village qui veulent que la mesure soit retirée? Il a l'air de se poser la question. On vous demande de vous conformer. Et non seulement l'État n'a pas dit que le chef de village ne signe plus. C'est juste le document qui a changé, voilà, pour des questions de sécurisation. Voilà. Sinon, c'est eux qui décident toujours à qui ils donnent les lots. Il n'y a rien qui change. C'est le document qui change pour ne pas qu'on le duplique. Il a un identifiant unique. Donc ça, en conformité avec le lotissement approuvé par le ministère de la Construction. Parce que le problème, c'est quoi? Avec les attestations villageoises, le processus est tellement long pour l'acquisition de l'ACD que ça leur donne le temps de vendre à plusieurs personnes. Or, avec l'ADU, vous avez seulement l'ADU plus votre pièce, qu'on appelle votre pièce d'identité, ça suffit pour faire une demande pour avoir votre ACD rapidement. Donc, ça va empêcher les gens de pouvoir revendre les lots à plus d'une personne. Mais ils veulent venir dans l'ancien système parce que le processus de délivrance ou d'acquisition de l'ACD est tellement long, ça peut leur permettre de vendre à X, à Y ou à un autre, tout simplement parce que chez eux, ils en ont pris l'habitude. Or, malheureusement, un État doit prendre des dispositions pour vraiment mettre fin à toute cette tricherie-là qu'il y a dans le secteur du foncier. L'autre chose aussi qui est importante par rapport à l'ADU, c'est que malheureusement, il y a beaucoup de conflits même internes dans les villages. Aujourd'hui, dans la plupart des villages, on a des clans. Un qui soutient l'ancien chef, l'autre qui soutient le nouveau chef. Et puis, ça crée beaucoup de problèmes aussi au niveau foncier. Parce que quand les familles se battent comme ça, là, très souvent en dessous, c'est le foncier, c'est les parcelles à lotir et tout ça. Donc, ça vient aussi résoudre ça. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas non plus rejeter cette position des chefs par rapport à la communication. Parce que ça aussi, c'est important. Le gouvernement, c'est lui qui décide de plusieurs choses, mais le gouvernement est au service des populations. Et c'est pour ça que le Parlement existe, pour que les décisions gouvernementales, là, quand elles sont bonnes, les députés puissent aller informer les populations sur le bien fondé des décisions qui sont prises et qu'eux-mêmes, ils ont aussi accepté. Donc, un de nos problèmes aussi, c'est que les députés ne font pas leur travail. Parce que cette décision-là, quand elle a été prise, c'est sûr que l'Assemblée nationale est informée. Donc, si les députés étaient allés vers leur population pour leur en parler, aujourd'hui, les chefs-là ne s'en plaindraient pas. Non. Avant même que... En fait, le problème là, les populations elles-mêmes n'ont pas de problème avec le document. Ce sont les chefs. Oui, mais les chefs sont dans la population. Voilà, sur la population elle-même, elles ne sont pas d'accord. Non, non, quand les députés s'en vont informer, là, on n'arrive pas dans un village et puis on vient parler aux populations comme ça, on passe forcément par le chef. Tout à fait. Donc on informe tout le monde, même quand c'est bon pour nous, nous-mêmes là aussi, on doit nous informer. Ça, c'est un principe qui devrait s'exécuter. Maintenant, quand on n'a pas fait ça, il est aussi du devoir du gouvernement de communiquer. On a tous les médias publics là qui existent, hein, mais avant même, ça n'a même pas un rapport même avec ça. C'est-à-dire qu'avant même de rendre cela public, par respect pour les chefs, comme ils sont organisés. C'est pour ça que je parlais de la Chambre des rois et chefs traditionnels, je parlais aussi de ces chefs févriers qui sont organisés. Ça ne coûtait rien au gouvernement de les convoquer pour les informer du fait que on allait faire cette annonce-là qui allait prendre effet à partir de telle date. Et quels que soient les griefs qu'ils auraient eus, le gouvernement aurait eu les réponses pour leur répondre parce que c'est tellement évident que c'est bon pour sécuriser le secteur foncier que bon, voilà. Alors, il faut communiquer. En tout cas, ça, là, seulement, c'est un problème. Ces chefs Atian ont aussi appelé à la suspension de l'exécution de tout nouveau lotissement jusqu'à nouvel ordre.
Oui, mais en fait, d'abord, même le lotissement, c'est chaque conseil dans les villages qui s'organisent, parce qu'ici en Côte d'Ivoire, la terre appartient aux familles, la terre n'appartient pas à l'État. Et donc, les gens s'organisent dans leur village pour pouvoir faire leur lotissement. Mais le ministère vient approuver le lotissement entrepris. Donc, quand ils disent qu'ils suspendent, j'allais dire, les lotissements, mais qui a entamé les lotissements? Parce que ce sont les promotions immobilières qui vont dans les villages discuter avec les villageois pour dire, bon, on vient nous peindre de terre, donc est-ce que vous pouvez nous vendre, machin, tout et tout. Et puis l'État attend, quand vous avez fini, l'État vient approuver. Donc si on suspend même le lotissement pour l'instant là, ça ne touche vraiment pas aux prérogatives de l'État. Ça ne touche pas aux prérogatives, mais ça touche aux agents de l'État. Je vous explique. Voilà, parce que... En fait, ce qu'il explique là, ça c'est le principe. C'est les villageois eux-mêmes, oui, de concert avec les promoteurs immobiliers qui décident de faire un lotissement. Le gouvernement n'oblige personne à faire un lotissement. Mais le problème, c'est qu'il y a un fond de chantage dans cette proposition-là. C'est qu'en fait, quand on fait les lotissements, il y a beaucoup de corruption en bas. Et les agents du gouvernement eux-mêmes, ils s'enrichissent sur ces lotissements-là. Parce qu'avant d'approuver, il y a une sorte de chantage officieux, évidemment, puisque c'est chantage, qui fait qu'il y a des lots qui sont attribués aux agents même de la construction. Là. Donc quand ils disent ça comme ça, c'est une façon de leur dire, si vous ne nous écoutez pas, vous aussi, vous n'aurez rien. Mais nous, en tant que société civile, c'est une décision, même s'ils pouvaient l'appliquer, ça allait nous arranger. Parce qu'on lotit tellement tout qu'il n'y a plus de terre cultivable. Ouais. Et tout ça, là, ça participe aussi à la cherté de la vie. Oui. Tout le monde plante EVA, tout le monde plante cacao, palmier, tout ce que vous voulez. Et puis maintenant, le reste, là, on lotit. Bon, on prend quoi maintenant pour faire les cultures vivrières? Donc, moi, je pense que c'est une menace, en principe, qui n'est pas porteuse, parce que le gouvernement ne devrait pas céder. Parce que ce que les membres du gouvernement gagnent dans ça, c'est officieux. Officiellement, ça n'a pas d'impact sur le gouvernement. Et s'ils peuvent appliquer ça, nous-mêmes, ça va nous arranger parce qu'on aura des terres cultivables. Alors, une autre question, on se demande quelle solution l'attestation de droit d'usage coutumier apporte sur les parcelles où il existe déjà des problèmes, des conflits fonciers. Bon, ça, la question est véritablement pertinente, mais je ne sais pas, parce que dans la décision, on a dit que toutes les attestations villageoises avant 2023 sont encore valables pour une durée de 6 mois. C'est-à-dire pour faire une demande d'ACD. Et l'ADU est adossé au lotissement de 2023. Donc la question, c'est de savoir à quel niveau vous parlez de conflit. C'est-à-dire que sur les attestations villageoises, parce que c'est sur les attestations villageoises, l'ADU n'a pas de... On ne change pas l'attestation villageoise pour avoir l'ADU. L'ADU, il y a un lotissement qui est connu. Tous les lotissements qui ont été faits à partir de 2023, c'est sur ces lotissements-là que l'ADU s'applique. Mais avant 2023, ce sont les attestations villageoises. Naturellement, ça va continuer avec tout son lot de problèmes de tractation judiciaire, tout et tout. Mais c'est pour mettre justement fin à ça qu'en instituant l'ADU à partir du lotissement de 2023, je pense que dès à présent, il n'y aura plus de problèmes, il n'y aura plus de conflits. Il y a des conflits qui vont disparaître. Voilà, on ne va plus se retrouver avec 2 personnes pour un même lot. Ça, c'est fini. C'est fini. En fait, la question, c'est que sur un lot où il y a par exemple 2 personnes ou 3 personnes, est-ce qu'aujourd'hui, avec l'application de l'ADU, en tout cas, cette nouvelle mesure pourrait apporter une solution? Non, pour résoudre le problème, bien sûr. Non, non, parce que le conflit qui existait avant l'existence de l'ADU n'a pas de rapport avec ça. Mais là où votre question est pertinente, c'est que puisqu'on a donné un délai de 6 mois aux gens pour régulariser leur situation, les gens devront aller au ministère pour voir, c'est-à-dire celui qui a son attestation là, il va aller au ministère pour voir si c'est son nom qui est dans le guide. Si c'est son nom qui est dans le guide, normalement, c'est à lui qu'on va délivrer le nouvel ADU pour qu'il puisse poursuivre ses démarches pour avoir son ACD. Maintenant, si ce n'est pas son nom qui est là-bas et que le conflit est peut-être en justice,
C'est à partir de la décision de justice maintenant que le reste va s'en suivre. Alors, Eric Bayala, dernière question pour vous. Est-ce qu'avec l'ADU, il y a des limites? Des limites à quel niveau? Au niveau du foncier, même en Côte d'Ivoire, est-ce que ce nouveau programme, sinon cette nouvelle décision prise par le gouvernement, ne résout pas à 100% les problèmes du foncier? Bon, on ne peut pas dire... Vous savez, toutes les fois qu'on prend des dispositions, il y a des gens qui ont un laboratoire pour voir comment contourner ce qu'on appelle les mesures. Mais pour l'heure, nous disons que l'ADU vient vraiment résoudre, en tout cas de façon significative, tous les problèmes qui sont rencontrés dans le foncier. Parce que le problème, c'est que jusqu'à présent, on n'arrivait pas à identifier, si vous voulez, les lots. Or, aujourd'hui, c'est un identifiant unique. C'est-à-dire que lorsqu'on vous a donné l'ADU, les références de ce lotissement dont vous êtes porteur va vous permettre de faire tout le process jusqu'à l'acquisition de votre ACD. Une chose est sûre, tous les problèmes que nous avons rencontrés dans le milieu du foncier est relatif à la multiplicité des personnes à qui on donne le même papier. Or, l'ADU vient résoudre, j'allais dire de façon significative, cette question-là. Aujourd'hui, un lot, qu'on appelle un document unique pour une seule personne. On ne va plus jamais se retrouver avec un lot pour 2, 3, 4 personnes avec plusieurs documents. Voici le problème que vient résoudre l'ADU. Puis Chéric Ballé. Oui, l'ADU ne peut pas résoudre tous les problèmes du foncier. L'ADU est relatif aux problèmes liés à la propriété. Sinon, dans le foncier, là, il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs étapes. Par exemple, quand on doit décider d'un lotissement, les règles pour lotir et tout ça, ça n'a rien à voir avec l'ADU. C'est les problèmes liés à la propriété que l'ADU vient faciliter. Voilà. Bien, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette seconde partie de votre émission qui était consacrée à la mise en place en tout cas, d'un nouveau cadre qui permettra aux Ivoiriens désormais de pouvoir bien fonctionner dans le cadre du foncier. Il s'agit bien sûr de l'ADU, qui est l'attestation de droit d'usage coutumier, qui remplace l'attestation villageoise. Place maintenant à la prochaine rubrique, le carton rouge. Carton rouge, non, ce n'est pas à moi de le faire, c'est mes consultants, plus Chéric Ballé et Eric Bayala feront le carton rouge tout à l'heure. Plus Chéric Ballé, les téléspectateurs vous regardent et vous écoutent. Je voudrais adresser mon carton rouge au chef Ebrié. Parce que, franchement, quand il y a eu le problème de la nomination du gouverneur actuel du district, il y a des jeunes Ebriés qui se sont levés contre cette décision pour la simple raison que en Côte d'Ivoire, et ce n'est pas moi qui ai dicté cela, c'est le gouvernement lui-même, les gouverneurs du district sont choisis parmi les personnes originaires des régions dont elles sont gouverneurs. Il se trouve que dans le cas d'Abidjan, on a eu une succession de gouverneurs ébriés parce que Abidjan, c'est initialement les Hébriés qui sont les peuples autochtones, même s'il y a des Atiers et puis quelques Abais qui ont des portions ici. Et donc, on n'a pas vu les chefs Hébriés défendre on va dire leur patrimoine. Voilà, parce qu'on a dit que c'est les originaires qui devaient être gouverneurs et c'est ce qui est le cas partout. Et on prend un non-originaire, des gens se plaignent. Ce n'est pas une affaire de xénophobie, hein, c'est une affaire de principe qu'on a appliqué dans tous les gouvernorats. Et pourquoi est-ce qu'à Abidjan, on prend un non-originaire? Les chefs hébriés n'ont rien dit. Le chef d'Anolo même a été le premier à aller féliciter M. Cissé Bakongo. Aujourd'hui, on prend une décision qui arrange tout le monde, qui ne permet plus les contrats véreux. C'est là qu'ils savent s'associer pour venir se plaindre pour ce qui est de l'intérêt général. Franchement, je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire. Ils sont chefs, c'est les traditions qu'ils devaient défendre, c'est leur patrimoine qu'ils devaient défendre. Quand il s'agit de ça, ils ne se lèvent pas. Et quand il s'agit de l'intérêt général, c'est là maintenant ils savent s'associer pour venir se plaindre jusqu'à se suspendre, quoi. Donc vraiment, je ne suis pas d'accord avec ça. Merci, plus Chéric Ballé. Les chefs, plus Chéric Ballé n'est pas d'accord avec ça. Eric Bayala, la réaction, 1 minute 30. Oui, ben, en fait, est-ce que l'usage de la nomination des gouverneurs
à Abidjan, est-ce que c'est une loi? C'est une loi. C'est écrit même. Dans le décret qui a nommé les 14 gouverneurs du district, là, ils ont mis dedans que les gens doivent être originaires. Les 14 qui sont venus après le district de Yamoussoukro et d'Abidjan. Maintenant, comment on appelle ça? À Abidjan, ici, depuis les Djoulo, Nkoumou, tout ça, là, ça a été désébrié. Et il y a un texte des Nations Unies sur les peuples autochtones qui dit clairement, la législation internationale, là, c'est au-dessus des législations nationales. Il dit clairement que quand on veut décider quelque chose qui concerne le terroir d'un peuple, on doit l'associer à la décision. Les chefs ébriés n'ont pas été associés à la nomination du gouverneur. La preuve, il y a certains qui n'étaient pas d'accord, mais ils étaient minoritaires. Nous, on les a visités. Donc, c'est un principe qui devrait s'appliquer. Bien, Eric Bayala, à vous maintenant votre carton rouge. Oui, moi, je donne carton rouge au Kokan. Carton rouge au Kokan parce que nous sommes en juillet. La CAN est finie depuis le mois de janvier. Donc, ça fait pratiquement 5 mois que nous avons fini. Mais il se trouve que jusqu'à présent, le Kokan n'a pas encore fini de, si vous voulez, payer tous les prestataires. Or, on a dit que c'était la meilleure des CAN. Il y avait tout ce qui est allé aux alentours. Mais franchement, qu'est-ce qui se passe? Il faut que tous les prestataires soient véritablement payés et qu'on ferme définitivement cette question de l'organisation du COCAN. Parce qu'en décembre déjà, nous allons aller pour la CAN 2025. On ne va pas partir à la CAN 2025 avec un passif de l'organisation de la CAN 2024. Et donc nous lançons un carton rouge au COCAN et appelons vraiment l'État à prendre les dispositions nécessaires pour que tous les prestataires qui ont participé à la réussite de la CAN 2023 et qui s'est tenue en 2024 en Côte d'Ivoire, chacun puisse vraiment rentrer dans ses fonds et que véritablement on puisse tourner cette page. Puis Chéri Balé, 1 minute, réaction. Une seule minute, c'est pas beaucoup. Hein. Bon, c'est pas grave, je vais essayer. En fait, cette question-là, elle n'est pas surprenante. Avant la CAN, on a eu une compétition internationale féminine qui s'est déroulée à Korogo et à San Pedro. Dans le cadre de cette compétition-là, il y a eu les mêmes choses. Les prestataires, notamment les restaurateurs, n'ont pas été payés. Mais pire, les forces de l'ordre qui assurent la sécurité de l'événement. Et ça s'est répété à la CAN. Hein. Les gens qui gèrent commission sécurité, là, ils ont détourné l'argent des chefs des forces de l'ordre. On prend des gendarmes, on prend des policiers qui s'en vont sécuriser l'événement. Il y en a même qui restent sur pied de 5 h du matin jusqu'à 24 h parce qu'ils veillent sur la sécurité des équipes étrangères. Tant qu'ils ne sont pas rentrés dans leur chambre, eux, ils ne sont pas libérés. On ne leur a pas donné leur per diem. Donc vraiment, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas bien. C'est dommage, mais nous allons continuer l'émission avec la prochaine rubrique, le chiffre des jours. Eh bien, dans le chiffre du jour, chaque jour, un chiffre est à l'honneur avec la vie de la nation ivoirienne. Le chiffre du jour, c'est bien sûr 402 000. Qu'est-ce que ça vous dit? Oui, merci. 402 000. J'ai lu quelque part que ça faisait 402 000 ménages qui ont bénéficié des filets sociaux, je crois. Bien sûr, 402 000 ménages ont bénéficié des filets sociaux pour un montant total de 120,5 milliards de francs CFA. Ce programme couvre l'ensemble des 31 régions de la Côte d'Ivoire, incluant 108 communes et 3671 villages et les chefs-lieux de département. Le social est désormais toujours également au centre des actions du gouvernement Eric Bayala. Oui, bien sûr. Quand je regarde la mine de Mme Balé, ça dit que, ouais, quel que soit, ça dit... Non, c'est pas quel que soit. Voilà, donc je reste à me demander si le gouvernement ne fait jamais rien de bien. Parce que déjà, c'est vrai, quand vous regardez les chiffres par le passé, vous voyez qu'il y a une volonté manifeste. Progressivement, l'État
continue d'accroître son assiette et puis d'aller à l'encontre des familles défavorisées. Et je pense que c'est une action à saluer. Et je profite de ce plateau pour dire merci à Madame la ministre Miss Belmonte Dogo qui est toujours aux côtés des populations et qui, à travers ses équipes, continue donc d'apporter le bonheur et l'assistance du gouvernement auprès des ménages. Ah, puis Chéric Ballet, je reviens sur les chiffres. 402 000 ménages pour 120,5 milliards de francs CFA, 31 régions touchées, 3 671 villages et 108 communes et chefs-lieux de département. C'est énorme. Bon, ce sont toujours des chiffres et je vous l'ai toujours dit, nous on prend avec des pincettes les chiffres qui sont annoncés par le gouvernement pour la simple raison que, en notre qualité de défenseur des droits de l'homme, on reçoit beaucoup de plaintes. Ces fameux filets sociaux-là, ça c'est les chiffres officiels. Sur le terrain, il y a des gens qui se plaignent de n'avoir pas reçu régulièrement ce à quoi ils ont droit. Et c'est partout, hein. Moi-même, les plaintes que j'ai reçues sont venues du Nord. Donc, annoncer les chiffres, c'est bien beau. Mais dans les faits, là, c'est ça le problème. Et puis, est-ce que la solution, c'est vraiment ça? On dit qu'il vaut mieux apprendre à pêcher que de donner du poisson. Les montants de ces filets sociaux-là, ça ne peut pas permettre à quelqu'un d'investir. Le mieux aurait été de renforcer les fonds mis à la disposition des jeunes et des femmes pour pouvoir s'investir dans l'entrepreneuriat plutôt que de venir donner 12 000. Quand ils parlent de filets sociaux, là, ils font comme si c'était des gros montants. Hein. 36 000. Hein? Oui, mais justement... Venir donner 12 000 ou bien 36 000 à quelqu'un par mois, là, c'est mieux de l'aider à investir. Nous avons de bons témoignages. Peut-être que 12 000 ne représentent rien, peut-être que les 12 000... Nous, on a les mauvais témoignages. Peut-être que les 12 000 ne représentent rien pour vous, mais il y a des populations pour qui 12 000 représentent peut-être, à vos yeux, des millions. Non, mais je vais dire que ce soit 12 000, 36 000, même si c'est 50 000 par mois, il vaut mieux permettre aux gens d'entreprendre pour produire de la richesse, pour gagner même plus que ces 50 000 là, que de venir leur donner tous les mois ce montant. Mais justement, maintenant, vous avez dit tout à l'heure quelque chose de très grave. Vous avez dit que le social est au centre de la politique du gouvernement. Ça là seulement, je m'inscris en faux contre ça, par rapport au déguerpissement. Si le social était au centre de la politique du gouvernement, le même gouvernement qui est censé lutter contre la pauvreté, là, il n'allait pas mettre des familles dehors en pleine année scolaire et en saison pluvieuse. Pour sauver des vies, bien sûr. Sauver quelle vie? Alors, quand on met quelqu'un, on déguerpit quelqu'un et puis la crise cardiaque, là, c'est pas la même chose que quand catastrophe naturelle. Il faut faire les calculs. Aujourd'hui, il s'agit des filets sociaux. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet. Même s'il s'agit des filets sociaux. Ce que je veux dire. Oui, allez-y. Avec les 36 000 francs qu'on donne à une dame, elle a pris les 36 000 francs, elle allait déjà commencer une petite activité, c'est-à-dire acheter des fruits pour commencer à vendre. Elle allait à Djamé, elle a pris des oranges, elle a pris des mangues, elle est venue, elle a fait sa petite table et elle a commencé à vendre. En moins de 3 mois, elle a eu par multiplier les 36 000 francs là. Et ça lui a permis d'aller prendre non seulement une petite maison et de s'occuper de sa famille. Parce que le problème, c'est quoi? C'est même biblique. Ça dit que quand vous n'êtes pas rigoureux dans les petites choses, vous ne pouvez pas l'être dans les grandes. Le fait même de donner, peut-être que, Madame Ballet, je comprends. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui donne ou bien c'est les bailleurs? Ça, c'est apporté par l'État. Hein. C'est l'État qui apporte son assistance aux populations. Et donc, oui, mais qui finance? Non, c'est financé en partie par les bailleurs et par l'État. Et donc, quand on met cet argent-là à la disposition des populations, effectivement, rien qu'à avoir le témoignage de ces populations-là, c'est un bonheur, vraiment, vous ne pouvez pas comprendre, inestimable. Le fait de savoir, ça dit 36 000 francs pour quelqu'un qui ne s'attendait à rien du tout, on vous dit que chaque mois, mais vous avez 35 000 francs. Mais les périodes où certains ne reçoivent pas, l'argent là va où? Bon, là, et pourquoi c'est comme ça? Là, ça devait être organisé. Là, ça reste à prouver. Comment approuver? Ça reste à prouver. Moi, j'ai envoyé, ils vont témoigner. Oui, voilà. Bon, il fait focus sur tout. Justement, donc envoyez-là et puis ensuite, là, le ministère pourra vous expliquer. Parce que le problème, c'est quoi? Ça dit que quand vous êtes éligible sur ce montant-là, vous ne l'êtes pas toute la vie. On vous prend peut-être une année
et puis après on pense à d'autres personnes. C'est pas une affaire de toute la vie. C'est une affaire de donner 1 mois, 1 mois, on ne donne pas, 2 mois, on donne 1 mois, on ne donne pas. C'est de ça qu'il parle. Voilà, merci. C'est malheureusement la fin de cette émission. Nous avions parlé de l'interdiction de l'importation et la vente de réfrigérateurs et climatiseurs de seconde main en Côte d'Ivoire et l'attestation de droit d'usage coutumier qui remplace désormais l'attestation villageoise. C'était un immense plaisir pour moi d'être en votre compagnie avec Pulchérik Balé et Eric Bayala. Merci à vous d'être passés ce soir. On se donne rendez-vous lundi à partir de 20h15 sur les antennes de Reflet TV. D'ici là, portez-vous bien et l'information revient demain à 19h30.